Pour répondre aux protestations des artistes, Napoléon III leur concéda d'exposer en marge du salon officiel. Ce fut le salon des refusés. Mais les jurés n'étaient pas prêts à accepter cette mesure libérale sans réagir. En accrochant les tableaux qui leur semblaient les plus scabreux ou les plus nuls à la place d'honneur, ils voulaient mettre les rieurs de leur côté. Le déjeuner sur l'herbe de Manet et la jeune fille en blanc de Whistler firent les frais de cet accrochage. La dame en blanc, très curieuse vision d'un œil de grand artiste, selon Claude, est la transposition à peine déguisée de la toile de Whistler. La dame en blanc récréait le monde. On se poussait du coude, on se tordait. Il se formait toujours là un groupe, la bouche fendue. « En est ma fille, dit la pâle madame Margaillan à l'oreille de Dubuche. Il se précipita, dégagea Régine, qui avait baissé les paupières, et il déployait des muscles vigoureux, comme s'il eût sauvé ce pauvre être d'un danger de mort. Vous vous demandez sans doute ce qu'il y a d'hilarant et de scandaleux dans cette dame blanche aux cheveux défaits. Eh bien, le public ne pouvait y voir qu'une jeune mariée au lendemain de ses noces, méditant sur les troubles révélations de sa nuit. Que Whistler ait cherché à rendre les différents tissus, le voile des rideaux, le plissé du corsage, le bouffé des manches, les moires de la soie, lui était parfaitement indifférent. Il ne voyait pas la peinture. Il inventait un sujet à la mesure de ses fantasmes et de ses préjugés. Quant à la toile de Claude plein air, elle est directement inspirée de Manet. Dans un trou de forêt, au mur épais de verdure, tombait une ondée de soleil. Seule, à gauche, une allée sombre s'enfonçait, avec une tache de lumière très loin. Là, sur l'herbe, au milieu des végétations de juin, une femme nue était couchée, un bras sous la tête, enflant la gorge. Au fond, deux autres petites femmes, une brune, une blonde, également nues, luttaient en riant. Détachaient parmi les vers des feuilles deux adorables notes de chair. Et comme au premier plan le peintre avait eu besoin d'une opposition noire, il s'était bonnement satisfait en y asseyant un monsieur vêtu d'un simple veston de velours. Ce monsieur tournait le dos, on ne voyait de lui que sa main gauche, sur laquelle il s'appuyait dans l'herbe. La main, plus poussée que le reste, faisait dans l'herbe une note très intéressante, d'une jolie fraîcheur de ton, et la tache sombre du dos s'enlevait avec tant de vigueur que les petites silhouettes du fond, les deux femmes luttant au soleil, semblaient s'être éloignées dans le frisson lumineux de la clairière. Le sujet, un monsieur tout habillé au milieu de femmes nues, vient à l'évidence du déjeuner sur l'herbe qui provoqua une émeute au salon des refusés. Quant à la femme nue, couchée, un bras sous la tête, enflant la gorge, elle évoque non seulement Olympia, qui fit scandale au salon de 1865, mais encore la Maïa nue de Goya, dont s'était inspiré Manet. Le public faisait des gorges chaudes de ces nues sans artifice, qui heurtaient toutes les conventions de l'école. D'abord, parce que Manet se passait de l'alibi de la mythologie. On tolérait les Dianes et les Vénus dans le plus simple appareil, pourvu que le peintre idéalise le modèle. Mais Manet avait peint Victorine Meurant avec toutes ses imperfections de femme réelle. Elle avait les cuisses un peu courtes, les pieds un peu forts, et il les avait peints comme il les voyait. Dubuche avertit Claude. Le public trouvera ça cochon. Sandoz, alias Zola, a beau répliquer qu'au Louvre il y a 100 tableaux composés de la sorte, pour le public, une telle œuvre était une provocation délibérée à la morale et à la bonne société. Mais au-delà du sujet, c'est la facture de la toile qui renverse les conventions de l'école. Il était en effet de règle de détacher les formes claires sur des fonds sombres pour créer la profondeur. Or, Manet défie les lois de l'optique en projetant la tache sombre du monsieur à l'avant du tableau et en rejetant au fond la tache claire de la baigneuse qui se profile sur le fond lumineux de la clairière. Contrairement à ce que répètent tant de critiques, Claude n'est donc pas Cézanne, même s'il peint 4 pommes, une bouteille et un pot de grès sur une serviette, ou plutôt, il n'est pas que Cézanne. Les 4 pommes du peintre sont d'ailleurs un chef-d'œuvre pour Zola. Comme il l'écrivait dans le salon de 1876, Cézanne a découvert la loi des valeurs. Il a saisi les différences de coloration qui affectent des fruits posés sur une table selon qu'ils sont plus ou moins rapprochés.
Quant au paysage qui couvre les murs de son atelier, il révèle un coloriste de génie. C'était comme s'ils avaient eu autour d'eux les anciens horizons, l'ardent ciel bleu sur la campagne rousse. La gorge des Infernés ouvrait son entaille béante au milieu de ces écroulements de roches foudroyées. Un immense chaos, un désert farouche roulant à l'infini ses vagues de pierre. Puis, toutes sortes de coins bien connus, le bois des Trois Bons Dieux, dont les pins d'un vert dur et verni pleuraient leur résine sous le grand soleil. Le jade bouffant, d'une blancheur de mosquée, au centre de ces vastes terres, pareilles à des mares de sang. D'autres encore, des bouts de route aveuglantes qui tournaient, des ravins, des sentiers de chèvres, des sommets dans l'azur. Et cela ne réserve pas à Claude les œuvres de Cézanne. Lorsque Christine découvre la mansarde du peintre, elle est effrayée par son désordre. Les cendres du dernier hiver s'amoncellent encore devant le poêle de l'atelier, tandis que des esquisses pendues au mur, sans cadre, mettent leurs couleurs vives au milieu des débris de meubles éclaboussés de soleil. Jamais elle n'avait vu une si terrible peinture, rugueuse, éclatante, d'une violence de ton qui la blessait comme un juron de charretier. Elle baissait les yeux, attirée pourtant par un tableau retourné. Que pouvait-il cacher celui-là, pour qu'on n'osât même pas le montrer? Mais ce n'est pas Claude qui peint le poêle dans l'atelier, c'est Chêne, un peintre maladroit, comme si Zola avait voulu préserver son peintre imaginaire des tâtonnements du jeune Cézanne. Chêne peignait en silence, copiant sur une petite toile le poêle éteint et rouillé. Avec une perspective de guingois, il était sec et précis, d'un ton lugubre de vase. Car la palette de Cézanne n'a pas toujours été celle que nous admirons aujourd'hui. Les œuvres couillardes de ses débuts étaient sombres, pleines de violence mélodramatique. C'est Zola qui l'a guidé vers les sujets modernes et vers la gamme claire qui l'ont révélé à lui-même. Reste que Zola aimait cette toile maladroite peinte en 65-66, il l'a toujours conservée. Après l'échec de Claude au Salon, son séjour à Bennecourt permet au romancier d'évoquer l'école de Pontoise et la révolution du paysage qui précède l'impressionnisme proprement dit. Les motifs qui retiennent l'œil du peintre, le coteau de Jeufosse, la route alignant ses maisons jaunes, 3 vaches dans un pré, une vieille ferme abritée de pommiers antiques, une bâtisse perdue dans un bois de chêne touffu, des études au bord de l'eau, avec la Seine au premier plan, de beaux effets de neige, une allée d'abricotiers, rappellent Pissarro et les artistes du plein air qu'il rassemblait autour de lui. Le vieux bac craquant sur sa chaîne, avec sa note noire, décrit la vue de Bonnières, dans laquelle Cézanne rendait hommage à une toile de son ami, Bac à Varennes-Saint-Hilaire. La route de Louvciennes, le coteau de l'Ermitage, le chemin sous bois en été, potager et arbres en fleurs, printemps, Pontoise, autant de titres dramatisés par le récit. La série des portraits de Christine, vêtue de blanc, de rouge, au milieu des verdures, vient de Monet, comme son ébauche de rosier géant de Renoir. L'œil de Claude rendu à la nature est un œil sauvage. Il explore des interactions chromatiques jusqu'alors inaperçues. Son peuplier lavé d'azur évoque la prairie de Monet, peinte en 1874, et le visage de Christine, baigné d'une lumière rose sous la soie cerise de son ombrelle, une toile de Renoir, peinte la même année.